Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Monsieur Niass avec vous donc pour la suite de nos travaux dirigés en sciences de la vie et de la terre grâce à donc cette formidable équipe qui permet donc de suivre avec beaucoup d'assiduité donc la progression du programme de terminale de seconde mais également de première S qui est la classe intermédiaire. Donc comme on avait entamé, comme vous le savez, les facteurs abiotiques, aujourd'hui nous allons poursuivre ces facteurs abiotiques. Je vous avais expliqué qu'en termes de facteurs abiotiques, il y a les facteurs qui sont abiotiques de type climatique. Les facteurs abiotiques de type climatique concernent, comme vous le savez, le climat avec la température, l'humidité, la lumière et les vents. Maintenant, nous allons nous intéresser à un facteur qui est beaucoup plus difficile en général pour les élèves. Le contenu le montre. C'est ce qu'on appelle donc les facteurs édaphiques. Évidemment, le premier problème pour l'élève, c'est de savoir qu'est-ce qu'un facteur édaphique. Et le facteur édaphique en question, c'est tout ce qui concerne le sol. Et par rapport au sol, on va distinguer les caractéristiques physiques, on va distinguer les caractéristiques chimiques et on va distinguer même des caractéristiques biologiques avec ce qu'on appelle la faune du sol, c'est-à-dire les micro-organismes qu'on trouve dans le sol. Donc, par rapport aux différents paramètres, pourquoi l'importance ici de ce chapitre? Parce que ce chapitre permet de comprendre quel est le lien entre l'agriculture et le type de sol. Donc si vous prenez le cas du Sénégal, vous savez qu'on parle du bassin arachidier. Pourquoi le bassin arachidier n'est-il pas au sud du Sénégal ou pourquoi le bassin arachidier n'est pas au nord du Sénégal? Parce que le type de sol qui convient à l'arachide se trouve dans cette zone consacrée et appelée bassin arachidier. Ce type d'exercice permet de comprendre quel est l'impact du type de sol dans la végétation, donc dans les récoltes que vous obtenez. Donc dans cette optique, donc, je vous propose cet exercice qui vous permet donc d'avoir une idée des caractéristiques à étudier. Donc cet exercice donc porte sur un tableau. Dans ce tableau, vous avez le type de sol. Et par rapport au type de sol, comme vous savez, on aurait pu s'occuper de la structure. Si on s'était intéressé à la structure, on aurait eu la structure particulière, la structure grumeilleuse ou bien la structure compacte. Ici, on s'intéresse à la texture. Que signifie texture? C'est la granulométrie du sol. Autrement dit, vous avez trois principaux types de composants dans le sol. Les plus petits, c'est ce qu'on appelle l'argile. Les plus grands, c'est ce qu'on appelle le sable. Et les grains intermédiaires, ce qu'on appelle, comme vous le savez, les limons. Donc, dans cet échantillon, on a pris 5 textures différentes. Une texture, là, le plus important pour tracer, ce sera de voir que les textures ici, on a une taille décroissante parce que le sable est plus petit que les argiles. Et si vous passez, donc vous avez limon sableux, limon argileux et argile. Donc pour ces 5 échantillons, si vous connaissez votre cours, vous devez vous rendre compte que les échantillons qui ont les grains les plus grands, c'est l'échantillon 1 ici. Le plus petit, c'est l'échantillon argile. Par conséquent, les 3 échantillons sont des échantillons intermédiaires. Pour chacun de ces échantillons, on vous a proposé une valeur de la rétention. Quand on met rétention, vous comprenez dans le cours la capacité de rétention. Après, on a le point de flétrissement. Je rappelle, parce que c'est important par rapport à la résolution de l'exercice, que lorsque vous mettez de l'eau dans un échantillon de sol, il y a 2 possibilités. Soit si l'eau s'infiltre, une partie de l'eau va aller en profondeur sous l'effet de la gravité. Cette partie qui s'infiltre sous l'effet de la gravité est, comme vous le savez, appelée l'eau de gravité. La quantité restante est appelée, n'est-ce pas, la capacité de rétention. Et cette capacité de rétention est constituée de 2 types d'eau, ce qu'on appelle l'eau utilisable, qui peut être utilisée par la végétation, et l'eau non utilisable, qui ne peut être utilisée parce que liée au sol par la végétation. Ce type d'eau-là est non utilisable donc. Et ces 2 types constituent la limite du point de flétrissement. Autrement dit, le point de flétrissement marque la limite entre l'épuisement de l'eau utilisable et le point où il ne reste dans l'échantillon que l'eau utilisable. Donc voilà pour le petit rappel que je tenais à faire avant de
répondre directement aux questions. Maintenant, si vous le voulez, nous allons passer au traçage de cette courbe. Regardez bien, la première question, elle vous dit construire les courbes. Donc deux courbes, forcément. Une courbe, pourquoi pas la courbe? Une courbe pour la rétention, dont vous avez les valeurs, et une courbe pour le fraîchissement, dont vous avez également les valeurs. Donc construire les courbes de variation des paramètres en fonction de la texture. N'oubliez pas donc que la texture, c'est ça. Donc c'est la taille des échantillons. Nous allons, si vous le voulez bien, passer au traçage de cette courbe. Première question, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on demande de construire les courbes de variation de la rétention et du point de flétrissement, donc en fonction évidemment de la texture. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous devons tracer deux courbes différentes, donc c'est important d'avoir des couleurs différentes. Dans le cas où l'élève n'a pas de couleurs différentes, il peut tracer avec le crayon, mais dans ce cas-là, sur la courbe de la rétention, il doit écrire rétention, et sur la courbe de flétrissement, il doit écrire. Donc il y a possibilité de ne pas utiliser de couleurs à condition d'annoter ou de légender vos courbes de sorte à ce que le correcteur puisse les identifier. Donc par rapport aux repères, comme vous le voyez, j'avais deux choix. Comme vous le savez, on connaît la taille du sable par rapport à la taille des limons. Donc, on pouvait mettre ici la granulométrie. Donc, mettre les valeurs pour chaque taille. Mais puisque l'énoncé ne nous impose pas de passer par cette voie-là, j'ai choisi celle qui est plus simple en faisant attention quand même à quelque chose. L'argile étant plus petit, je l'ai mis à gauche ici. Donc, vous voyez, c'est un paramètre ici, argile. Ensuite, vous avez limon argileux qui est plus grand en termes de granulométrie que argile, ainsi de suite. Et évidemment, le sable qui a les grains les plus grands, donc je l'ai mis à l'extrême. Donc voilà pour la texture qui est le paramètre constant. Donc le paramètre constant dans un repère, il est toujours en abscisse. Si vous inversez, vous mettez le paramètre constant en abscisse et le paramètre, les variables en abscisse, vous n'aurez pas les points. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on met en abscisse. C'est le premier problème de l'élève. Le deuxième problème, c'est de trouver la bonne échelle. Comment j'ai trouvé la bonne échelle? J'ai ici regardé les différentes valeurs. La rétention maximale, c'est 33. Le flétrissement maximal, c'est 17. Donc, je m'occupe du 33. Et si je m'arrête à 35, je suis obligé donc de dépasser le 33. Donc, si je m'arrête à 35, je suis sûr d'avoir le 33 ici. Donc, voilà pour justifier rapidement l'échelle. J'ai remarqué que sur vos questions qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent pourquoi on ne trace pas en direct les courbes. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai tracé. Mais évidemment, pour des questions de temps aussi, il m'arrive, surtout pour les cas de terminale, de faire le tracé et puis de poursuivre. Mais comme aujourd'hui, comme la courbe d'aujourd'hui est assez simple, je vais directement tracer donc dans le cours direct. Alors ici, comme vous le voyez sur votre tableau, parce qu'il faut faire une capture du tableau et suivre. Et d'ailleurs, ce que je conseille souvent à mes élèves à l'école, c'est quand vous avez un exercice de travaux dirigés, c'est de regarder l'énoncé, d'arrêter la vidéo, de traiter l'exercice, de faire une proposition et puis de poursuivre la vidéo pour comparer mon travail avec ce que vous avez fait à la maison. C'est une façon de vérifier est-ce que vous avez compris le cours. Donc ici, pour l'argile, comme vous le voyez, vous avez 33. Il faut faire très attention à ces valeurs-là parce que l'argile est la dernière valeur. Donc j'ai 33. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc j'ai la valeur ici. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc vous voyez, la graduation me permet de savoir que ici j'aurai 31, là j'aurai 32 et là 33. Donc voilà mon premier point. Et ce premier point de 33 correspond à l'argile. Les limons argileux, je vois là-bas 31. Donc même processus, même technique et donc même résultat. Je suis ici, ouais, un peu en dessous. Tout à l'heure, j'étais en 33. Donc forcément, ce sera un peu plus bas. Limon, c'est 24. Et vous voyez, je me débrouille pour respecter les textures. Vous voyez, donc texture 10, 20. J'ai ici 25. Donc 24 sera exactement ici. Ensuite, vous avez les limons sableux. Vous voyez, limon sableux, c'est combien? Vérifiez sur votre tableau. Vous verrez qu'il y en a 15 pour la rétention. Donc 5, 10, exactement 15 ici. Et enfin, pour le sable, on a 5. Donc, toujours la règle graduée qui est utile pour un élève de S, qui est un scientifique.
Voilà. Donc, deuxième consigne, ne jamais tracer une courbe. Vous voyez, dans la question, on dit tracer les courbes. Mais que signifie courbe en français? C'est que ce n'est pas droit. Donc, en SVT, on ne trace pas les courbes à la main. Maintenant, il faut aussi avoir la main. Donc, il faut avoir un tracé qui soit régulier. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc, cette courbe, le fait que ça ne soit pas droit, c'est l'effet recherché. Si c'était une courbe affine, vous aurez une droite. Mais ici, la courbe doit être... Et après, évidemment, dans votre légende, parce que le correcteur, lui, il n'est pas censé savoir que vous avez utilisé le verbe pour la tension. Vous mettez une légende et vous mettez donc pour le premier paramètre, à savoir donc la capacité de rétention. Ensuite, vous changez de couleur pour le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, comme vous l'avez vu, donc c'est le point de flétrissement. Et je rappelle, le point de flétrissement est, disons, calculé en fonction de la disponibilité d'eau pour les plantes qu'on cultive. Voilà pourquoi l'agronomie, parce que ces études en seconde sur les facteurs édaphiques sont, on va dire, les balbutiements de ce que feront ce qu'on appelle la matière qu'on appelle agronomie. Et pour un pays comme le Sénégal, évidemment, l'agronomie est une matière importante parce qu'un pays qui doit s'appuyer sur l'agriculture pour se développer doit être capable d'avoir des ingénieurs agronomes qui sont donc à même de savoir quel est le type de sol qui va convenir à chaque culture. Donc ici, par rapport à maintenant le point de flétrissement, on a 17. Si vous regardez la valeur par rapport à argile, c'est 17. Donc la même technique ici, 5, 10, 15. Et puis je vois ma graduation, voilà, pour que ça soit aligné. 1 et 2. Donc là, je reprends 5, 10, 15, 16, 17. Voilà, exactement. Ici. Ensuite, 16 pour limon argileux. Pas loin. Même chose, vous voyez, je vérifie que c'est aligné avec le premier point. 5, 15, 16. C'est ça? Oui, 16. Donc, un peu plus. Presque les deux points sont presque au même niveau. Ensuite, limon 13. Toujours en respectant ma graduation. Ici. 10. 11, 12, 13. Voilà. Pour limon sableux, 8. Donc, c'est l'avant-dernier point. 8. Donc, j'ai ici 10. Donc, 9 et 8 sera exactement là. Donc, voilà pour 8. Et enfin, pour le sable, vous avez juste 3. Donc, c'est très proche de l'axe, mais il faut utiliser la graduation. Comme vous voyez la graduation 1, 2 et 3. Donc, c'est presque confondu, mais ce n'est pas confondu parce que ce n'est pas 0. Donc, même processus, on trace à main levée et on obtient nos deux courbes. Voilà pour la première question qui nous demande ça. Et évidemment, comme tout à l'heure, il faut identifier la courbe que j'ai mise en rouge. Cette courbe, c'est celle du point de flétrissement. Voilà. Donc, la technique de tracer d'un graphique dans un devoir donne des points. Et pourquoi cette partie est la partie où vous devez être le plus serein, le plus attentionné? Parce que si vous faussez le travail, vous allez fausser la suite. Si vous regardez la question 2 nous demande comment ce paramètre varie. Vous imaginez si vous faussez ce paramètre alors que la question qui vient porte sur ce paramètre. Donc, il y a des parties clés. C'est comme en mathématiques, quand vous faites le tracé d'une fonction, si vous faussez le tracé, vous allez fausser tous les autres. Vous allez fausser le domaine de définition, vous allez fausser donc les autres paramètres dépendants. Donc, la première question, c'est la question clé. Il faut prendre le temps de faire le tracé, après de faire une bonne analyse. Alors, l'analyse n'est pas compliquée, puisqu'on nous dit comment la capacité de rétention varie-t-elle en fonction de la texture. Regardez vous-même la courbe. Sauf que là, il y a un vocabulaire méthodique. Un élève de seconde S ne dit pas la courbe descend, parce que ça, techniquement, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut dire, c'est que la rétention diminue en fonction de la texture. Donc, évitez ce vocabulaire-là que je vois souvent en 4e, 5e. Vous voyez, la courbe monte, la courbe descend. En SVT, le terme courbe ne doit pas figurer dans une analyse. Et en français, quand je vous parle, je vous dis par exemple, parlez-moi de mes notes. Vous dites la courbe de vos notes monte. Oui, mais on peut comprendre que ça augmente. Mais en français, ce qu'il faut dire, c'est que mes notes augmentent. Donc, le paramètre qu'il faut nommer, c'est le paramètre qui est en ordonnée. Il n'y a que 3 possibilités.
soit le paramètre augmente, dans ce cas vous dites que la rétention augmente en fonction de la texture, soit elle reste constante, vous le dites, soit on a le cas qu'on a ici, autrement dit, au fil, plus la texture, donc en fonction de la texture, on a donc la capacité de tension qui diminue. Ça c'est visible je crois. Le deuxième paramètre, point de flétrissement, même chose. Plus la texture est grande, plus le point de flétrissement diminue. Maintenant, ce qu'on aurait pu dire, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à la place des textures écrites, on pouvait faire une texture numérique. C'est-à-dire on aurait pu mettre ici la taille de l'argile, la taille des limons argileux, comme le cours nous le donne, la taille des limons, etc., jusqu'à la taille des grains de sable. Dans ce cas-là, vous aurez dit donc, qu'est-ce qui se passe? Plus la taille de la texture augmente, plus la capacité de tension diminue. Maintenant, ça, quand on le traduit sur un exercice, ça peut paraître impersonnel. Mais prenons deux cas. Je ne sais pas si vous connaissez l'argile, mais l'argile donne une pâte quand il y a de l'eau. Donc les sols qui sont argileux sont beaucoup plus inondables que les sols sableux. Est-ce que vous avez déjà vu des inondations au niveau d'une plage ou bien au niveau des dunes? Impossible. Pourquoi? Parce que là-bas, la capacité de tension est faible. Parce que les grains sont grands. Ouais. Plus les grains sont grands, le sable, plus la capacité diminue. On voit que ça diminue. Donc ici, par contre, là où vous avez des grains de plus grande taille ou bien des blocs au niveau du sol, vous avez une capacité de tension qui augmente et en fonction. Mais quand même, ça, c'est une information que moi, j'ajoute. Il suffit pour l'élève, compte tenu de la question 2 et la question 3, d'analyser pour avoir les points. Quoi dire? Par rapport à la rétention, plus la texture augmente, plus la capacité de rétention diminue. Point. Par rapport au point de flétrissement, plus la texture augmente, plus le point de flétrissement diminue. Point. Donc voilà les analyses. Maintenant, la compréhension du cours, elle permet de voir quelle est l'explication. Nous allons voir si les questions suivantes concernent ce cas ou pas. Donc on a tracé la courbe et vous avez vu les deux résultats. Donc la deuxième question nous demandait comment évolue donc la rétention en fonction de la texture. Donc ce qu'il fallait dire, c'est par rapport à la capacité de rétention, de rétention, plus les particules sont grandes, plus la capacité de rétention diminue. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure dans la question numéro 2. Maintenant, la formulation, elle peut changer. L'élève peut dire plus la texture augmente, alors, au lieu de dire plus la particule plus la taille des particules. Donc plus les particules sont grandes, autrement dit, plus donc la texture est élevée, plus la capacité de rétention diminue. De la même façon, pour la question 3, que je n'avais pas rédigée, donc par rapport à la question 3 concernait un paramètre qu'on appelle le point de flétrissement. Le point de flétrissement. Donc, capacité de rétention et point de flétrissement. De la même façon, on a vu pratiquement les deux paramètres évoluent de la même façon. Donc ici, plus les particules sont grandes, en parenthèse, augmentation de la taille des grains. Voilà ce que j'entends en parenthèse par plus les particules sont grandes, plus le point de flétrissement, le point de flétrissement, voilà, donc diminue. Voilà pour la question numéro 3.
Maintenant, nous allons lire la question numéro 4 ici. La question numéro 4 dit « Indiquer la relation existant entre la texture et la disponibilité en eau. » Oui, donc indiquer la relation existant entre la texture, c'est-à-dire la taille des grains, et la disponibilité en eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est là. Donc, nous allons répondre à cette question numéro 4. Alors, par rapport à la texture, il faut remarquer que la texture, c'est techniquement la taille des grains. Donc, pour les grains de grande taille, donc une texture grande, texture grande, j'entends par là grain, par exemple de sable. La conséquence, c'est quoi? Beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes. Donc, l'eau va s'infiltrer facilement. Voilà pourquoi dans les déserts, les sols sont secs, parce que l'eau va s'infiltrer facilement à cause de la présence donc, de nombreuses lacunes. Donc l'eau va s'infiltrer, donc conséquence, peu d'eau. Donc peu d'eau disponible. Peu d'eau disponible. Donc voilà pour la première remarque donc, à faire ici par rapport à la relation qu'on nous demande entre la texture ici et la disponibilité en eau. Voilà, la disponibilité en eau. Donc, et ça, comme je dis, il faut juste remarquer, par exemple, quand vous êtes au niveau d'un désert, la différence entre le sol du désert et le sol, par exemple, d'une forêt, c'est que le sol d'un désert est constitué de grains de sable, donc de grande taille. Et je rappelle que les sables, en termes de texture d'un sol, c'est la taille la plus grande, avec les plus petites qui sont les grains d'argile et les tailles intermédiaires, c'est les limons. Donc, si vous êtes dans un désert, dès que vous mettez de l'eau, l'eau va s'infiltrer facilement parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les lacunes. Les lacunes, c'est des vides qu'il y a entre les différentes. Voilà pourquoi la disponibilité en eau, elle est fonction de la texture. Donc, la texture, elle est importante pour un exploitant agricole, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la disponibilité ou bien quel type de végétation il faut privilégier, quel type de plantation, je veux dire, ainsi de suite. Alors, de la même façon, quand la texture est petite, donc texture petite, en parenthèse, grain d'argile, parce que je rappelle que l'argile c'est la texture la plus petite. Qu'est-ce qui doit se passer ici? Même chose, donc vous avez ce qu'on appelle un sol qui retient l'eau. Donc, c'est-à-dire un sol peu perméable. Donc, voilà la différence entre la disponibilité en eau et la texture. Voilà pour la question numéro 4. Nous allons lire la question numéro 5 pour y répondre parce que cette question va vite. Donc ici, si vous regardez la question numéro 5, on nous dit, à partir de ces résultats, et lisez bien la question parce que là c'est un cas pratique. À partir de ces résultats, expliquez pourquoi une pelouse. Une pelouse, c'est par exemple ce que vous voyez sur un terrain de football. Donc une pelouse sur un sol argileux résiste mieux à la sécheresse qu'une pelouse sur un sol sable. Alors j'ai un peu écrit petit, j'espère que vous entendez avec la lecture. Donc en tout cas, c'est sol argileux et sol sableux. Autrement dit, on prend un cas pratique. Vous avez un terrain de sport et on vous demande de choisir entre l'argile et le sable pour mettre donc la pelouse sur de l'argile ou bien sur du sable. Et l'exercice vous dit que si vous mettez de l'argile, c'est mieux. Pourquoi? Mais parce que l'argile retient mieux l'eau que le sable. Donc si vous imaginez, vous allez dans un désert, vous mettez une plante, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous arrosez, la plante va mourir. Ça paraît contre-intuitif. Pourquoi? Parce que si vous arrosez, comme vous avez un sol qui est constitué de grains
de grandes particules. Dès que vous arrosez, l'eau va s'infiltrer. L'eau ne va pas rester à la surface. Alors que s'il s'agit de l'argile, quand vous arrosez, l'argile, vous savez, l'argile forme une pâte et retient une grande quantité d'eau. Donc l'argile va retenir plus d'eau. Voilà pourquoi, dans un terrain de sport, il est préférable de mettre de l'argile que du sable. Parce que l'argile, quand vous allez arroser, l'argile va retenir plus d'eau que le sable. Alors que si c'est un sol sableux, dès que vous arrosez, l'eau va s'infiltrer et va aller vers la nappe phréatique. Donc voilà la réponse à cette question numéro 5. Et voilà pour notre exercice d'application du jour. Tape www.suividecolosénégal.com